permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Non. Je m'arrête ici. Je ne vais pas aller loin. Tout a déjà été dit. On va décrypter rapidement pour que vous compreniez. Vous comprenez. Vous comprenez. Hein? D'abord, rappelez-vous les directs que j'avais fait sur les reproches qu'on faisait à la CEMAC. Ceux qui sont sur cette chaîne, j'avais fait un direct CEMAC versus CEAC. J'avais dit, voilà, la CEMAC, ça ne servait à rien. C'était une histoire, il n'y a rien à l'intérieur. Et je vous avais montré le livre écrit par le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui critique la création de l'Union européenne. Et pour quelqu'un qui est venu me dire que je ne connais rien, ce matin, avant que je ne vous fasse le direct, j'avais dit que je devais faire le direct à 6 heures. Ce matin, à 8 heures, j'étais pendant 1 heure dans une vidéoconférence via Webex de Cisco avec le directeur de la banque d'affaires Lazare Frères, M. Kenneth Jacobs. Lazare Frères. Et qu'est-ce qu'il disait? L'euro pose problème. Parce qu'en Europe, c'est un ensemble non homogène. Il y a les règles différentes partout, des régulations partout. Quand les entreprises sont là-bas, il y a un coût pour supporter les régulations quand elles veulent faire les business d'un pays à l'autre. Donc, ce n'est pas à vrai dire un ensemble homogène. Alors que quand on prend la Chine, l'Inde et surtout les États-Unis, ça forme un ensemble homogène et c'est plus facile pour les entreprises de faire des affaires. La CEDEAO n'est pas un ensemble homogène. Sur le papier, oui. Dans les intentions, oui. Mais dans la réalité, elle ne l'est pas. Or, le discours d'Abdourahmane Tiani dit, nous allons d'abord dans une communauté de destin. Je ne sais pas si je parle français, le mot a un sens. Nous lions nos destins. Première chose, la sécurité pour tout le monde. Quand tu touches un Malien, tu tires une roquette, ça atterrit à Bamako, l'armée du Burkina, l'armée du Niger se met en mouvement pour aller à Bamako, combattre. Le Mali va avoir une armée de 200 000 hommes. Le Burkina, 200 000 hommes. Le Niger, 200 000 hommes. Quand on met ça en commun, ce qu'on appelle en anglais military capability, capacité militaire, ça fera 600 000 hommes. Ça devient la première armée d'Afrique de l'Ouest. S'ils mobilisent encore 400 000 réservistes, ce que les Burkinabés appellent les VDP, ça fait 1 million d'hommes qu'on peut mobiliser en 2 jours pour se battre. Donc, à partir de ce moment, il y a la sécurité. Ni le Bénin, ni le Togo, ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal, ni la Sierra Leone, ni le Libéria, ni le Nigeria, ni le Tchad, ni le Cameroun, personne n'oserait attaquer un pays comme ça qui peut vous mettre 1 million de personnes en mouvement pour se battre, militairement parlant. Ce n'est pas possible. Je suis Camerounais, nous avons autour de 40 000 personnes. Ça veut dire que si l'AES veut, ils détachent 20% de leur armée, ça veut dire de ces gens, ça veut dire 200 000 hommes, ils peuvent envahir notre pays. D'abord, la sécurité. Vous ne pouvez pas, la sécurité, vous ne pouvez pas développer un endroit où un investisseur ne peut pas venir quand il n'y a pas la sécurité. Et c'est à l'État de garantir la sécurité. Ce n'est pas aux investisseurs de garantir la sécurité. La sécurité des hommes, la sécurité des biens. Sinon, quand un investisseur veut venir investir dans l'espace AES, les polices d'assurance qu'il doit payer vont faire que si ça représente 10% de son chiffre d'affaires, il ne va jamais venir. Comme je disais hier, ce n'est pas parce que la main-d'œuvre est moins chère que les investisseurs viennent chez vous. Non. Voilà, l'Afrique doit prendre son destin en main. Rien ne sera plus comme avant. Voilà. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. La sécurité et la sécurité. Ça, c'est ce qu'on voulait entendre depuis. Quand les chefs d'État se réunissent dans le cadre de l'AES, c'est ce qu'on parle de la sécurité. Les pays de l'AES ont souffert de l'agression extérieure pendant 15 ans. On n'a pas vu les pays de la CEDEAO se réunir pour faire un sommet en disant voilà. Mais en revanche, on a vu ces sommets se réunir en disant ils vont attaquer leurs frères. Mais ça n'a pas de sens. Ça a été la plus grosse erreur monumentale que la CEDEAO a commise et qui a conduit à son explosion. La sécurité. La sécurité. Deuxième chose, il vous a dit,
la souveraineté alimentaire. C'est quoi? La CEDEAO repose sur quoi là, mes amis? La souveraineté alimentaire. La première mission d'un État, c'est de nourrir sa population. La sécurité. Nous avons jusqu'ici des armées qui n'ont été les armées utilisées que pour malmener nos populations. Le ministère de l'administration territoriale, la gendarmerie, les machins, tout ça, ça a été des trucs faits pour mater les populations. À partir des années 50, là, c'est une architecture qui avait été conçue en France pour maintenir ce que Ibrahim Traoré appelait les élites formatées. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on te met là, dans ces pays-là, quand ça ne va pas, l'armée, si elle a tiré 100 balles, elle a tiré 90 contre sa propre population. L'armée n'a jamais fait face à une menace extérieure. Elle est toujours utilisée pour réprimer les populations à l'intérieur. La sécurité, d'abord, sécurité, la défense et la sécurité des États. Deuxièmement, la souveraineté alimentaire. Manger, manger, manger. Vous ne pouvez pas être des pays, vous importez l'huile, vous importez la farine, vous importez le sucre, vous importez le sel, vous importez les tomates, les produits végétaux concentrés en boîte, vous importez l'aliment pour nourrir le bétail, vous importez la viande, les poulets congelés, vous importez le poisson congelé. Ça n'a pas de sens. Quand vous importez tout ça, à quel moment ces gens se sont réunis dans une salle pour décider de comment est-ce qu'on fait si la CEDEAO valait quelque chose, si la CEMAC valait quelque chose, si l'UEMOA valait quelque chose, mais c'est que nos pays ne seraient pas des comptoirs coloniaux où on importe pour manger. Ce n'est pas possible. Ça ne serait pas le cas. On importe pour nourrir nos populations. On importe l'huile, on importe le sucre, on importe la farine, on importe le sel, on importe les conserves en boîte, on importe le café. On importe, allez, vous regardez tous les supermarchés, Auchan, Carrefour qui s'installent là. Ils achètent quoi aux producteurs nationaux? Tout ce qui est vendu là-dedans est importé. C'est des comptoirs coloniaux importés. À la rigueur, c'est le petit boutiquier du quartier qui donne la chance à l'artisan de coin de venir vendre chez lui. Tout ce qui se vend là-dedans est importé. À partir du moment où c'est importé, comment est-ce qu'on fait pour se développer? Expliquez-nous. Comment est-ce qu'on fait pour se développer? Les laits de toilette pour le corps, les shampoings pour les cheveux, tout est importé. Tout. Ce sont des comptoirs coloniaux. Tout est importé. La souveraineté alimentaire. Enfin, on trouve des gens qui parlent comme des êtres humains. Voilà. Hein? Les gens qui parlent comme des êtres humains. Notre préoccupation, c'est d'abord de nourrir notre population. Ce n'est pas le critère de ceci, le machin, le discours technocrate, quelques fonctionnaires multilatéraux, comme a dit Abdourahmane Tiani, qu'on met là et qui sont là pour garantir leur salaire. Patron de la BCA aux 30 millions par mois, donc 500 millions par an avec les traitements qu'il a. Ils sont là pour défendre leur position. Mais ils ne mènent pas les politiques qui permettent aux populations de s'émanciper. La souveraineté alimentaire. Vous avez vu au Burkina Faso comment Ibrahim Traoré a acheté les excavation equipment, dont les engins pour faire l'irrigation à un très grand niveau, dévier les rivières, tracer, créer des rivières artificielles, des lacs artificiels, pour faire l'irrigation, pour qu'on commence à faire l'agriculture des céréales, l'agriculture du maïs, l'agriculture du riz, l'agriculture du soja, l'agriculture du haricot, niébé, etc., etc., etc. Ces céréales-là que nous consommons, le maïs blanc pour faire la minoterie, le blé pour faire la minoterie, le riz pour manger, le blé, le soja, etc., le tournesol. Et on a le sol. Le Sahel a de 3 États, ça fait 2 800 000 km². Dans l'hypothèse où ils mettaient en exploitation 1 million de kilomètres carrés, ça ferait 100 millions d'hectares. 100 millions d'hectares. Si demain, là, ils décident de faire de 100 millions d'hectares, de mettre seulement 1 million d'hectares pour produire l'huile de palme, les tourteaux de palmis et l'huile de palmis, ça veut dire qu'ils vont produire environ 20 millions de tonnes. Quelle est la production du Nigeria? Et s'ils décidaient de mettre 10 millions, puisqu'ils ont 100 millions d'hectares, même à 5 millions, ça ferait 100 millions de tonnes. Ils auraient déjà la production de l'Indonésie, ils auraient dépassé la Malaisie, ils auraient 3 fois la production de la Malaisie et la production de l'Indonésie.
Ça devient une puissance. Qui a déjà dit dans le monde là que l'Indonésie n'est pas une puissance? Qui a déjà mis les pieds en Indonésie là pour voir si l'Indonésie n'est pas une puissance? C'est parce qu'on avait coupé les bras, on avait lié en quelque sorte les bras mis dans le derrière. Vous savez, si on attache aux mains, on met dans le derrière, vous ne pouvez rien faire. Les mains ne vous servent plus à rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La souveraineté alimentaire. Ça veut dire que l'AES, qui a un territoire de 2 800 000 km², qui avec l'irrigation peut produire, va mettre peut-être à terme 1 million de kilomètres, et même, il peut mettre 2 millions de km², parce que quand on organise bien, 100, 200 millions de personnes peuvent vivre sur 800 000 km² si l'urbanisation est bien pensée. Là, peuvent regarder Singapour. Regardez Singapour, là. Ce sont des États qui... Regardez la Belgique. Ça tient sur 30 000 km². Regardez combien de personnes y vivent. La Belgique n'importe pas la nourriture d'Afrique pour manger. Donc, à partir du moment où ils vont mettre en place la production, la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, l'industrie agroalimentaire. Ensuite, la transformation de nos... Parce que quand vous produisez déjà le riz, la tomate, les oignons, etc., vous avez les moyens de développer l'industrie agroalimentaire. Vous avez la viande, vous pouvez faire les conserves de viande, les conserves de légumes, les produits, les jus de fruits. Si vous développez l'arboriculture, si dans le Sahel, on dit nous allons être les champions du monde de la production de l'orange, des oranges par exemple, des pamplemousses et des citrons, ce qu'on appelle les agrumes. Nous allons planter pour 500 000 hectares d'agrumes dans le Sahel, dans les pays du Sahel. 500 000 hectares d'agrumes et on va les transformer, que ce soit les citrons, les pamplemousses, les oranges, les mandarines. Imaginez vous-même ce que ça va faire en termes d'industrie, de nectar de fruits, de jus de fruits 100% naturels. Ils vont pouvoir nourrir l'Afrique. Voilà les vrais objectifs. Quand la CEDEAO se réunit, on parle de quoi là, franchement? Depuis près de... Cette histoire-là a été créée depuis plus de 50 ans. On parle de quoi là-bas? Allez voir les gens se réunissent tous les ans, les populations crèvent de faim, le pays sont devenus des comptoirs coloniaux où on importe même le café pour boire, et alors que nous produisons le café, et ils nous disent que non, machin. De quoi on parle? Les Abdourahmane Tiani, ce sont des militaires, ce sont des soldats. Les militaires n'aiment pas trop bavarder, donc ils sont là, ils ont dit on n'a même pas de temps à perdre pour aller dans cette histoire-là. La transformation des matières premières. Je vous ai pris un exemple. Le Niger dit, moi, je vais sortir de l'accord que le Bazoum a signé ici, là. Tiani a déchiré ça, là. Frappe. Il a envoyé à la poubelle. Il a dit, vous les Chinois, là, vous nous prêtez l'argent et vous-même, vous prenez cet argent pour venir construire une deuxième raffinerie. On fait un contrat, on raffine désormais tout notre pétrole ici, là. Vous achetez ça pour amener, on vous livre ça pour que vous amenez en Chine. Au lieu qu'on prenne notre pétrole aussi pour aller raffiner en France. Voilà des décisions courageuses. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là où on fait un deal sur 200 milliards et on va reverser 17 milliards au Niger, désormais, quand on va faire un deal sur 200 milliards, le Niger, de brut, le Niger va empocher 800 milliards. Mesurez vous-même l'écart. Faites la même chose dans l'uranium. Donnez 10 ans. Vous allez voir ce qui va se passer dans ces pays-là. À partir du moment où ils sont affranchis d'une certaine tutelle, vous allez voir. Et ce n'est pas aujourd'hui, je vous ai passé au Houphouët-Boigny. On le savait. Au Houphouët-Boigny disait ça en 1957. Ça veut dire dans les années déjà, au début du siècle, 1900, les gens savaient déjà que le Sahara était là. Ils sont venus même parce que le Sahara avait les richesses. Vous pouvez comprendre ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La sécurité. L'agrosécurité alimentaire. La sécurité des biens et des personnes. La sécurité alimentaire. L'agro-industrie, la transformation des produits miniers, les infrastructures d'interconnexion, Vous pouvez créer un ensemble sous-régional, la CEMAR, les machins là, ça ne vaut rien. Moi, celui qui le disait d'ailleurs, j'avais lu une interview, c'était Blaise Compaoré, ancien président de Burkina. On lui demandait qu'est-ce que vous pensez de la CEDEAO? Cette interview existe, c'était dans Jeune Afrique économique. Blaise Compaoré avait dit, je n'en pense rien du tout, parce que ce sont des boutiques, que ça n'aura de valeur que le jour où nous allons mettre en place des infrastructures routières, les routes, les chemins de fer, etc. Et c'est de ça qu'a parlé le général Abdourahmane Tiani. La construction des infrastructures. Et je vais vous faire écouter le communiqué final du sommet. Ils ont commencé en actant la construction de la banque
des investissements. Donc, ce qu'on appelle long life asset financing. Dans le jargon de la finance, on parle de long life asset financing. Long life asset financing. Long life asset financing. Long life asset financing. Je prends un exemple. Long life, un cycle long, cycle de vie. Asset, actif, financing, financement. Long life, c'est quoi? Ça veut dire que vous voulez construire une route, une autoroute, une route, 3 voies en montant, 3 voies en descendant. Voilà. 3 voies en montant, 3 voies en descendant. Vous voulez construire, par exemple, un port sec. Par exemple, les pays du Sahel disent, bon voilà, nous n'avons pas d'accès à la mer, mais nous voulons un port sec. Par exemple, nous allons passer par le Sénégal. Nous signons un accord d'inviolabilité avec le Sénégal. Et cet accord dit, par exemple, que nous allons construire une autoroute qui va aller de Dakar jusqu'à Niamey en passant par Ouagadougou et Bamako. Et dans chacune de ces 3 villes, nous allons mettre 5000 hectares d'un port sec. Operation. Voilà, par exemple. Nous allons créer un aéroport, construire un aéroport avec des espaces cargo pour faire voler des avions cargo. Parce que l'argument de là, on n'a pas d'accès à la mer, ça des histoires. Le Rwanda n'a pas d'accès à la mer, mais l'économie du Rwanda se développe. Il suffit que les pays de là disent, nous allons faire une autoroute qui part de Dakar ou bien de Dakar et Conakry qui va aller jusqu'à Niamey. Nous allons construire dans chacune des villes là un port sec sur 5000 hectares. Et nous allons construire des aéroports avec des espaces cargo. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà visité l'aéroport de Bruxelles ici là, vous allez voir, c'est un grand aéroport cargo. Ceux qui ont déjà visité par exemple l'aéroport de Toledo dans l'Ohio, c'est un grand aéroport cargo. C'est-à-dire que vous avez des avions, les FedEx, UPS, c'est des avions qui atterrissent toutes les minutes avec des colis en provenance du monde entier. Et on fait un éclatement, ça part partout ailleurs. Voilà. Ça, ce sont des infrastructures structurantes, des infrastructures d'interconnexion, des infrastructures qui permettent d'interconnecter les peuples. On doit pouvoir prendre l'avion dans l'Ouest comme on prend le taxi. On doit pouvoir circuler en train parce que le train, on doit pouvoir circuler sur de l'eau, le fleuve Niger, par exemple, etc., etc. Donc, ces infrastructures-là, le président Abdourahmane Tiani dit nous allons les construire. Pour les construire, ils ont lancé la banque des investissements. Je vais expliquer ça tout à l'heure quand je vais vous faire jouer le communiqué final. La banque des investissements a pour mission, voilà, de faire ce qu'on appelle long life asset financing. Ça veut dire que le financement des actifs sur un cycle long, au-delà de 10 ans, 10-20 ans. Ça veut dire que cette banque-là peut émettre, c'est ce que je vous ai dit sur mon mur Facebook, le Niger, le Mali ont désormais la matière première. Ils peuvent gager via des mécanismes qui seraient longs à expliquer ici, là, une quantité de leurs réserves, 10% de leurs réserves, par exemple, de matières premières, sur des minéraux stratégiques comme le lithium. Ils peuvent gager 10% et lever, par exemple, en devise sur les marchés internationaux à la place de Londres, lever, par exemple, 10 000 milliards, 20 000 milliards. Et avec les 20 000 milliards, nous allons faire, avec notre génie militaire, des autoroutes. Nous allons rénover, par exemple, 8 aéroports, dont peut-être 12 aéroports, dont 4 aéroports internationaux par pays. Et nous allons mettre une ligne de chemin de fer qui relie les 3 pays. Et ça s'appelle long life asset. Voilà, c'est des actifs qui ont une vie de 30 ans, par exemple, renouvelables. Et asset, parce que c'est des actifs. Hein? Et ils peuvent appeler ces bons-là ce qu'on appelle collateralized bond. Première garantie, les matières premières. Deuxième garantie, l'actif lui-même. Et ils font ça, par exemple, avec la Chine et la Russie qui construisent, et la Turquie qui construisent. Quand les infrastructures sont terminées maintenant, ils ont fini de construire les infrastructures maintenant, financing. Ils peuvent refinancer cela maintenant. Quand ils ont de l'argent, ils lèvent les options. On fera des directs. Je vais vous expliquer comment ça marche, etc. On fera des directs, je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà, l'aéroport d'Atlanta aussi, par exemple. Voilà. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, je veux dire que ça, ce sont des vraies décisions. Avec la banque d'investissement, ils peuvent, par exemple, décider de financer des commodities, strategic commodities. Par exemple, le riz. Et dit, bon, voilà, nous, dans le Sahel, nous avons 4 choses. Nous avons le riz, nous avons le blé, nous avons le maïs, nous avons le soja et nous avons le tournesol. 5. Là, 5. Et les 5 là, nous voulons faire
200 000 hectares de chaque. Ça va faire 1 million d'hectares. Et nous produisons 1 million d'hectares. Parce qu'avec 1 million d'hectares, ça a la capacité de nourrir 1 milliard de personnes. Nous ne sommes que 100 millions. Donc, nous allons consommer le 10e et 90%, nous allons transformer et exporter pour nourrir les autres pays d'Afrique. Voilà des objectifs réalistes, loin du bavardage. Voilà les objectifs réalistes qui se sont assignés. La sécurité alimentaire, la diplomatie. Nous voulons parler d'une seule voix désormais dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. On parlera d'une seule voix désormais. Voilà. Voilà. D'une seule voix. Voilà. Voilà. Une seule voix. Ça veut dire que à la tribune des Nations Unies, le Mali, le Niger et le truc ne vont pas se contrarier. S'il y a des litiges, les litiges vont être résolus par eux-mêmes et d'un commun accord via le dialogue. Il ne peut jamais avoir une opération militaire, l'armée du Niger contre les citoyens du Burkina ou du Mali, etc., etc. C'est comme ça qu'a été la seule... Et je rappelle que la confédération est la première étape vers la fédération. Les États-Unis, il y avait d'abord la confédération. Le Canada, il y avait d'abord la confédération. La Suisse, il y avait d'abord la confédération, il faut le dire. Et après, la confédération a évolué progressivement pour former la confédération. Voilà. Likez le direct, en effet, likez le direct sur YouTube. Vous permet à YouTube d'upgrader la vidéo. Là, on évolue vers la confédération. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. La confédération, ça se fait progressivement. Ça évolue vers la confédération. Et on est passé maintenant de la confédération vers la fédération. Ça veut dire qu'à partir du moment où les 3 pays de la charte de l'Utako-Gourma commencent la confédération, rien n'exclut que demain, il va y arriver d'autres pays et que par exemple, à 8 pays, par exemple, si la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Tchad, 3 pays, réunissent les 3 pays-là, ça fera déjà 6 pays. Et très rapidement, le Bénin et le Niger et le Togo n'auront pas d'autres options que de rejoindre cette alliance-là. Pour l'instant, talons au pouvoir. Mais rien ne vous dit que le prochain président du Bénin qui arrive ne peut pas dire « Moi, j'ai décidé de rejoindre cette alliance pour l'économie de son pays. » Parce que si l'économie de ces pays-là devient vitaux, quel est l'intérêt pour un pays comme le Bénin d'être dans la CEDEAO? Ça lui apporte quoi? Rien du tout. Il vaut mieux pour le Bénin sortir la CEDEAO, entrer dans l'AES. Il vaut mieux pour le Togo sortir de la CEDEAO, entrer dans l'AES pour bénéficier de son ouverture à la façade maritime. Dans l'évacuation des produits, des produits alimentaires, l'approvisionnement et l'exportation. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il y aura immanquablement une extension de l'AES dans les jours qui viennent. Ça, c'est important. Je souhaitais faire cette clarification-là pour que les gens, il ne faut pas croire